Hervé Morin, le président du Nouveau Centre et l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir Hervé Morin, vous êtes là à un moment très opportun, évidemment au moment où les cartes sont rebattues au centre en vue de la présidentielle, évidemment. Bonsoir, monsieur. Avec moi pour vous interroger tout à l'heure, Pierre Rochicchioli de l'agence France Presse, notre partenaire pour ce rendez-vous hebdomadaire de Public Sénat, et puis Perrine Tarnot de Public Sénat. Le forfait de Jean-Louis Borloo ouvre le chemin au candidat naturel du centre, mais ça n'est pas vous, hein. C'est quand même plutôt François Bayrou, de l'avis unanime des commentateurs. Vous allez pouvoir leur répondre. Les commentateurs se trompent souvent, monsieur Grossier. Oui, oui. Et vous répondrez aussi aux politiques, parce que les coups commencent à pleuvoir hein, sur vous, hein, y compris d'ailleurs dans votre proximité immédiate. Enfin, on verra ça. En tous les cas, c'est toujours chez ses amis qu'on a les meilleurs soutiens, vous le savez. C'est vrai, en politique particulièrement. Mais vous êtes également, comme François Bayrou, qui n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature, c'est tout comme, vous êtes également très déterminé, en mettant en avant pour l'instant votre projet. La candidature suivra. Hier, ministre de Nicolas Sarkozy, demain candidat contre Nicolas Sarkozy. En tous les cas, vos détracteurs, et pas seulement les commentateurs de la presse, pointent cette contradiction qui vise également Jean-Louis Borloo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on en parlera un petit peu plus tard, mais je note que vous ne retenez pas vos coups d'ores et déjà contre Nicolas Sarkozy. Vous réclamez par exemple une République irréprochable. Elle ne l'est pas ou elle ne l'est plus depuis 2007 ? C'était un des engagements de la campagne de Nicolas Sarkozy qui n'a pas été tenu. S'il y a au moins un échec durant ce quinquennat, c'est cette question-là. Tant dans les procédures de nomination, dans les choix, où certaines nominations ou tentatives de nomination étaient pour le moins un peu surprenantes. Soyez précis. Je ne sais pas, prenez un exemple. Quand vous décidez que le patron de Veolia devient patron d'EDF sans qu'il soit obligé de démissionner, c'est à peu près contraire à toutes les règles qui peuvent exister en matière de gouvernance des entreprises. Est-ce que votre collègue était la mieux placée pour devenir patronne de l'établissement public de Versailles? On pourrait multiplier à l'infini tel ou tel nommé conseiller économique et social pour dégager la place du canton de Levallois-Nord ou Levallois-Sud pour Isabelle Balkany. Toujours fait. Est-ce que c'est l'équilibre de la République qui est en cause? Oui, je pense qu'il y a là une problématique d'exemplarité, de messages adressés aux Français. Est-ce que, dans cette période difficile, l'État ne doit pas être plus exemplaire que les autres? C'est ça, le vrai sujet. Et cette exemplarité-là, elle doit devenir à l'aune de ce qui peut exister dans les autres pays, notamment dans les pays du nord de l'Europe. Et pour cela, moi je souhaite, au lendemain de l'élection présidentielle, un référendum. J'ai clairement indiqué ce que devait contenir pour moi ce référendum. Alors, un référendum la question simple, ce serait? C'est un référendum avec 5 ou 6 dispositions. Le premier élément, c'est le cumul des mandats. Je suis pour la suppression du cumul des mandats. Et je vous expliquerai pourquoi ça se fait par référendum, tout ça. Le deuxième élément, c'est le cumul des fonctions entre ministres et mandats locaux. Il faut y mettre fin, et certaines autres fonctions comme trésorier de parti. Le troisième sujet, c'est toute la question des conflits d'intérêts entre la politique et le privé. Je pense par exemple qu'on ne peut pas être parlementaire et gérant d'une société ayant régulièrement des commandes avec l'État, qu'on ne peut pas être avocat d'affaires et être parlementaire. Parce que même si vous prenez toutes les précautions, un jour ou l'autre, vous serez rattrapé par un vote où on dira « mais c'est parce que vous avez tel ou tel client ». Je souhaite enfin qu'il y ait très clairement des dispositions qui permettent de mettre fin, selon moi, à une des grandes bizarreries de la démocratie française, qui est la détention des sociétés de presse. Les sociétés de presse ne doivent pas être détenues par des entreprises qui, elles aussi, ont des intérêts avec l'État. Pourquoi par référendum? Parce que, il y aurait à travers ça l'expression d'une vraie volonté. On saisit le peuple français. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait bien le poids colossal du lobby des élus locaux dans le Parlement. On a vu cette réforme des collectivités locales totalement ratée parce que députés et sénateurs sont des cumulards dont je suis. Et donc il faut, pour notamment le cumul des mandats, il faut que ce soit soumis au peuple pour qu'on puisse le faire sans que le gouvernement soit obligé de reculer. Vous ne pouvez pas vous mettre en règle avec vos propres exigences? Non, vous voyez, regardez un nombre... mais pour une raison très simple. Vous avez quelqu'un qui est candidat à la primaire du PS, qui est Arnaud Montebourg,
qui a été un des grands pourfendeurs du cumul. Il allait abandonner son mandat national. Pourquoi a-t-il décidé d'avoir un mandat local? Parce que vous avez besoin d'être en situation d'égalité au moment d'une campagne électorale. Bon. Moi, j'ai le président du Conseil général contre moi, par exemple, qui est constamment en train de distribuer des subventions, etc. etc. Et donc, vous êtes obligé d'avoir des mandats locaux. Donc, il faut la même règle pour tous et il faut l'imposer. Voilà. D'accord. Bon, alors, quand vous avez été ministre, vous avez souffert de ces entorses à la neutralité républicaine que vous dénoncez aujourd'hui. On ne vous a pas entendu. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé. Quand vous êtes ministre, vous pouvez vous exprimer sans pour autant l'exprimer par la voie de la presse. Vous pouvez aussi faire part d'un certain nombre de doutes sur ce sujet-là. Vous l'aviez dit directement en tête-à-tête avec le chef de l'État. Il m'est arrivé de faire part d'un certain nombre d'interrogations. Bon, dernière affaire qui bruisse, c'est l'enquête qui aurait été commandée à la police sur la campagne de François Hollande, la journaliste politique Valérie Trierweiler. Est-ce que ça vous paraît crédible, sachant que Claude Guéant dit je serais indigné si cela était avéré? Enfin, on ne peut pas imaginer qu'en permanence, les chefs de la police prennent des décisions sans en référer au pouvoir politique. Donc ce que je souhaite, c'est que une enquête soit menée, éventuellement que la magistrature soit saisie, si on a des éléments de preuve, et qu'on aille jusqu'au bout de l'enquête pour savoir la vérité. Mais ça fait beaucoup, les écoutes sur les sources des journalistes, alors qu'on vient de voter une loi ou qu'on est sur le point de la voter. Cette affaire, là aussi, il faut que les responsabilités soient clairement tirées. Bien sûr. Vous considérez, comme Jean-Louis Borloo, que les temps sont troublés. C'est une expression qu'il a utilisée. Oui, les temps, c'est une période dans laquelle les Français ont forcément des hauts le cœur. Quand vous avez ces successions d'affaires, quand vous avez le sentiment que la démocratie française ne sort pas de ces mauvaises habitudes qui pourtant dataient des années 80 ou 90, et dont on avait dit qu'elles étaient terminées puisqu'il y avait désormais des lois sur le financement de la vie politique, c'est vrai que tout ça n'est pas bon pour le décor. J'ajoute, pour avoir fait 2 campagnes électorales auprès de François Bayrou, qu'on peut en plus faire des campagnes politiques sans avoir d'espèces, sans avoir de valises, que tout ça peut se faire avec des moyens légaux, réguliers, sans que vous n'ayez le sentiment de pouvoir développer votre argumentation. Très bien. À propos des affaires, justement, notamment l'affaire Karachi, et puis celle qui est révélée aujourd'hui, confirmée par l'Express sur cette enquête policière concernant la campagne de François Hollande, votre collègue député UMP, Éric Ciotti, dénonce, lui, les magistrats qui se détournent et qui détournent même leurs charges. En fait, il les accuse d'avoir des arrière-pensées politiques. Je pense que ça peut être le cas. Je pense que ça n'est pas sain de ne pas respecter le principe de séparation des pouvoirs. Je pense que ça ne sert personne. Entacher les institutions, entacher la justice, ça ne sert certainement pas la République et la démocratie. C'est très clair. L'une des raisons qu'il n'a pas forcément mise en avant, mais du renoncement de Jean-Louis Borloo, c'est justement la crainte d'une campagne violente. Est-ce que pour vous, cette campagne s'annonce plus dure que les autres? Est-ce que ce climat, ces craintes, pourraient vous faire reculer demain? Non, moi ça ne me fera pas reculer d'une part, parce que très franchement, il faudra chercher longtemps avant de pouvoir me salir sur ce genre de sujet. Et deuxièmement, je pense que c'est inévitable et que les Français savent trier tout ça. Qu'est-ce qui est inévitable? Inévitable, les coups bas, les rumeurs, le net en plus désormais s'y prête beaucoup. Tout ça est inévitable. Toutes les campagnes électorales se font comme cela. Quand elles sont locales, elles se font sur des rumeurs locales. Quand elles sont nationales, elles se font sur des rumeurs nationales avec tous les coups possibles. Et vous banalisez, alors c'est drôle de travers politique, là, en période je pense là, en revanche, que toutes les démocraties sont au même rythme. Très bien. Vous avez constaté, comme nous tous, que l'UMP a très vite tendu la main à Jean-Louis Borloo pour se réjouir de son abandon. Est-ce que pour vous, c'est forcément une bonne nouvelle pour Nicolas Sarkozy? Je pense que l'idée qu'il n'y ait pas de candidature centriste pour faciliter la vie de Nicolas Sarkozy, c'est une erreur absolue. Au moment où la France est face à autant de difficultés, il faut un choix nouveau. Moi, je veux incarner à la fois le renouveau de la vie politique et la modernité de la vie politique. Qui peut croire un seul instant que c'est en bâillonnant le suffrage universel qu'on peut espérer
faire gagner quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. Au moment où les Français sont appelés à décider de leur destin pour 5 ans, on voudrait leur dire, écoutez, c'est fromage ou dessert, en quelque sorte. C'est PS ou UMP. Bien, moi, je dis qu'il y a une offre politique nouvelle à inventer, à mettre en œuvre, à présenter aux Français. J'ai parlé de la République irréprochable tout à l'heure. Je pourrais évoquer la question de la dette et de l'endettement du pays. Je pourrais évoquer comment redonner à la France la performance économique et la croissance, puisque j'ai présenté mes propositions économiques il y a 3 mois. Comment fait-on pour faire en sorte qu'on cesse ce suicide collectif que représentent ces 200 000 jeunes qui chaque année sont en situation d'illettrisme? Bref, sur tous ces sujets, nous devons inventer un projet politique radicalement nouveau. Et face à ça, on vous dit, mais surtout, conserver les mêmes, garder les mêmes. Eh bien, moi, ça n'est pas ma position. J'ajoute enfin... Mais pour être clair... J'ajoute enfin, attendez, enfin, pour les 15 à 20% de Français qui votent centre-droit à chaque élection, qu'est-ce qu'on leur dit à cela? On leur dit, vous restez à la maison? On leur dit, exprimez-vous, exprimez votre mécontentement éventuel en votant Marine Le Pen, parce que de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix. Il y a M. Bayrou, je vous rappelle. Mais M. Bayrou est sur une stratégie politique différente. M. Bayrou est sur une stratégie politique où il nous resserre une nouvelle fois la même soupe. Je serai au second tour. Et donc ne me demandez pas ce que je ferai au soir du premier tour. Moi, je pense que la démocratie nécessite la clarté. Et la clarté... on sait qu'il y aura un ralliement à Nicolas Sarkozy. Alors, c'est là où votre mot est méprisant. Oh. Et, oui, non. C'est le mot ralliement qui vous déplaît? Oui, qui me déplaît, parce qu'il ne s'agit pas d'un ralliement d'hommes. Il s'agit de quoi alors? Il s'agit de dire très clairement que notre soutien au second tour est conditionné à un contrat de législature, est conditionné à un certain nombre de propositions qui seront retenues par le candidat du second tour. C'est radicalement différent. C'est exactement le modèle de toutes les démocraties européennes. Chacun présente son projet politique au premier tour et ensuite au second tour, si je puis dire, ou au moment de la formation d'une majorité au Parlement, eh bien, il y a un contrat de gouvernement et un contrat de législature. Bon, en tout cas, vous êtes plus que jamais depuis dimanche sous la mitraille de l'UMP. Il sonne la charge, en termes assez vifs. Nadine Morano trouve que votre candidature serait inutile et apporterait de la division. Je vois aussi que beaucoup d'élus nouveaux centres de votre parti ne vous suivent pas dans cette aventure. Mais vous allez en général, vous me citez toujours les deux mêmes. À qui? Maurice Leroy et Jean-Christophe Lagarde. Ah, j'ai envie d'en citer un quand même, parce qu'il a eu une formule quand même terrible. Il a dit, Maurice Leroy, il ne veut pas troquer un avant-centre, Jean-Louis Borloo, contre un arrière-centre, vous. C'est pas sympa, vous l'avez dit, entre amis politiques. J'ai entendu le même Maurice Leroy m'expliquer tant de choses. Ah oui? Oui. J'ai tellement de... Vous savez, j'étais président d'un groupe parlementaire. Donc ça me permet de... Comme j'ai eu beaucoup de mémoire, je me rappelle de ce que les uns et les autres disaient bien avant que Bayrou soit à 10 ou à 15% dans les sondages. Alors on va voir s'il n'y a pas d'autres nouveaux centres qui sont réticents également à l'idée de votre candidature. Michel Grossière, vous pouvez aussi me parler de Philippe Vigier, Yvan Lachaud, Charles de Coursan. Nous sommes au Sénat, Jean-Léonce Dupont, Hervé Moret, Catherine Morin-Desailly, Jean-Paul Amoudry, tous parlementaires qui me soutiennent et qui souhaitent qu'il y ait cette candidature centriste à la présidentielle. Alors ceux qui vous suivent et ceux qui hésitent encore, voire refusent, c'est le sujet que nous présente Sandra Cerqueira et on en reparle dans un instant avec bien sûr Pierre Rocchicchioli, grand spécialiste. Rocchicchioli, grand spécialiste du centre à l'agence France Presse. D'abord l'enquête de Sandra Cerqueira. L'Alliance républicaine, écologiste et sociale pour fédérer les chapelles du centre droit. Sauf qu'Hervé Morin a toujours contesté l'investiture de Borloo pour 2012 au sein de cette alliance. Après le forfait de son rival, le champ est libre. Sa candidature aurait pu couler de source, mais elle ne fait pas rêver grand monde au sein de l'alliance. À commencer par le président exécutif du nouveau centre lui-même. Et qu'il arrive déjà à convaincre nos amis, et puis après on verra si cette candidature est valide. Et il y avait un candidat centriste crédible issu de nos rangs. Aujourd'hui, je ne suis pas très sûr qu'on puisse avoir au sein de l'Alliance quelque chose qui nous représente ou porte les aspirations des Français à être au second tour de la présidentielle. Les proches de Borloo, pas très emballés par la solution Morin.
Tous le disent, une candidature à 1% dans les sondages n'apporterait pas grand-chose au centre. Jean-Louis Borloo avait un rayonnement et encore une fois une visibilité plus grande. Je pense une adéquation très clairement identifiée par l'électorat quant, encore une fois, au segment qu'incarnait Jean-Louis Borloo, à sa proximité, à son côté humaniste, social, etc. Au MoDem aussi, l'hypothèse Morin fait franchement sourire. On est candidat quand on a quelques chances de porter le message le plus loin possible, le plus fort, le plus haut. J'ai pas le sentiment aujourd'hui que ce soit Morin qui soit en capacité de le porter. Certains vont encore plus loin. Si Hervé Morin se déclare, il n'ira pas jusqu'au bout. Une position qui, aux yeux de certains, n'aurait que pour objectif de négocier un poste auprès de Nicolas Sarkozy. Alors là, négocier un poste, hein, pas simplement des programmes de gouvernement. Vous allez pouvoir répondre, Non, Hervé Morin. Négocier un poste, ça m'amuse beaucoup parce que moi j'ai au moins cette chance-là. C'est que j'ai exercé une des plus grandes fonctions de la République en étant ministre de la Défense pendant 3 ans et demi. Donc le fantasme de la fonction ministérielle, c'est passé pour moi. D'accord. Alors, Pierre Roquiquiel est avec nous. Oui, alors bonsoir Hervé Morin. Moi je voudrais revenir sur l'intervention de Jean-Louis Borloo de dimanche. Vous avez dit, comme beaucoup de gens d'ailleurs, avoir été surpris par cette intervention, surpris par la précipitation, mais sur le fond. Est-ce que vous n'envisagiez pas que Jean-Louis Borloo pourrait ne pas aller au bout de cette candidature ? Écoutez, moi j'entendais la volonté de Jean-Louis Borloo de porter cette candidature. J'exprimais la même volonté. Voilà, je pense que c'est respectable d'avoir fait ce geste-là. Le pire aurait été pour nous que Jean-Louis continue sur ce chemin pendant des semaines et à un moment ou à un autre nous dise voilà, j'ai décidé de renoncer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ça se passe en ce moment. Je pense que c'est bien que ça se passe maintenant. Imaginons que j'avais toujours indiqué que je prendrais ma décision fin novembre, début décembre. Vous êtes là, vous en êtes le témoin. Imaginons que cette annonce intervienne après que je me sois, moi, prononcé et indiqué que Jean-Louis Borloo, étant mieux placé à ce moment-là, dans les sondages, soit notre candidat. Ça veut dire qu'on pouvait considérer que notre affaire était réglée, quoi. Alors, Jean-Louis Borloo a Parce que j'insiste sur cette histoire. Ouais. Bon, j'écoute les uns et les autres. Que quelqu'un du MoDem dise que je ne suis pas le mieux placé, ça c'est tout à fait naturel et normal. Jean-Christophe Lagarde, qui n'a jamais eu un mot de sympathie à mon égard en 4 ans, le fasse, c'est tout à fait normal aussi. Mais, je veux dire, quel est le sens d'un parti politique si vous refusez d'aller présenter un projet politique devant les électeurs, si vous refusez d'affronter le suffrage universel? Quelle peut être la légitimité de parlementaire d'être présent dans un hémicycle pour porter un message politique quand à aucun moment vous n'affrontez le suffrage universel et portez ce projet au moment capital que représente l'élection présidentielle? Alors, et donc je dis simplement à mes amis, je leur dis, si on considère que la politique a un sens, et si on considère que la politique c'est tout de même d'abord et avant tout de porter un projet et des valeurs, eh bien on doit accepter le combat, quelle que soit la difficulté du combat, que je reconnais très naturellement. Alors, Jean-Louis Borloo, une des explications qu'il a données dimanche soir, c'est qu'il ne voulait pas, il pensait ne pas être au deuxième tour, il ne voulait pas apporter une candidature de témoignage. Il était crédité de 6 à 8%, vous êtes crédité de 2%. Actuellement, est-ce que, pour vous, c'est une candidature de témoignage? Mais attendez, monsieur Rucchioli... Est-ce que ça vous satisfait, le principe d'une candidature de témoignage? Ce qui est bien, c'est qu'avec vous, les sondages font les Français. Voilà. Les Français, mais d'ailleurs, je me demande pourquoi il y a des élections. C'est compliqué de passer de 2 à 20%. Enfin, Écoutez, moi j'ai cette chance-là. C'est que je suis baigné dans la vie publique au sens large depuis longtemps et passionné par la chose publique.
J'ai vu des candidats élus avant même que les Français aillent voter, c'était Édouard Balladur. J'ai vu des candidats qui devaient disparaître, c'était Jacques Chirac. J'ai vu Ségolène Royal, dont on expliquait que petite ministre déléguée à l'enseignement, elle n'était pas en mesure de pouvoir rivaliser avec Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius aux primaires du PS, puis à l'élection présidentielle. J'ai entendu M. Rocchiccioli, je suis sûr que M. Grossieur, on pourrait retrouver des bandes entières sur ce sujet-là, dans ses précédentes fonctions, expliquer que François Hollande, c'était fini, qu'on n'en parlait plus, que c'était une histoire du passé, qu'il avait échoué à la tête du Parti socialiste. Donc en résumé, si vous y allez, c'est pour être au deuxième tour. Vous dites j'y vais pour, bien entendu, faire le plus gros score et être au second tour. Quand clair, j'ai conscience de la hauteur de la marche, oui, mais je pense... J'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure à Michel Grossieur, que ce n'est pas simplement une candidature de témoignage, qu'à travers ça, c'est l'idée de porter un projet politique dans lequel vous avez un certain nombre de propositions qui sont reprises et tenues dans un engagement qui s'appelle un contrat de législature par celui que vous soutenez au second tour. En clair, vous apportez votre soutien sous la condition qu'un certain nombre des propositions que vous avez faites sont retenues par celui qui est au second tour. Qu'est-ce qui va faire que votre message va passer dans l'opinion alors que Jean-Louis Borloo avait la même démonstration jusqu'à présent et a renoncé? Il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Mais pourquoi ça ne marchait pas? Est-ce que vous pouvez considérer... Il a conclu que ça ne marchait pas parce qu'il renonce. Non, mais je pense que, écoutez, vous poserez la question des raisons du renoncement de Jean-Louis. Vous avez de vos explications? Non, mais il peut y avoir des raisons personnelles qui sont beaucoup plus profondes que tout cela et qu'il faut... Je veux dire, vous ne croyez pas aux explications qu'il a données sur TF1 pour... la division de la famille centriste, la confusion. Je dis qu'il peut y avoir de multiples facteurs. Il ne m'appartient pas de les analyser parce que je ne le sais pas. D'accord. Alors pour aller à la bataille, il faut des troupes. Vous savez que l'Alliance, enfin les responsables et les militants de l'Alliance ne sont pas tous convaincus par votre candidature et que les militants même du Nouveau Centre ne le sont pas tous. En tout cas, les cadres du Nouveau Centre ne sont pas forcément tous convaincus par votre candidature. Aujourd'hui, Hervé Morin, c'est combien de divisions? J'aurais dû prendre mon téléphone portable et mon iPad, sans faire de publicité, et vous faire voir les centaines de messages que j'ai reçus. Alors certes, ce sont des militants, ce sont des Français. Voilà. Moi, je constate qu'au sein des parlementaires, nombreux sont ceux qui portent la même idée que moi. Alors vous me resservez toujours les deux mêmes, bon, c'est bien. Non. Mais si... En clair, vous ne vous renouvelez pas beaucoup, mais invitez Philippe Vigier, invitez le président du groupe parlementaire, incitez-les. Non, mais M. Rocchiccioli me resserre toujours. Non, pas forcément. Puis vous êtes aussi censé représenter l'Alliance. Et l'Alliance, c'est Jean-Marie Bockel, c'est Hervé de Charette, et que je sache, c'est par exemple, deux autres noms ne sont pas forcément des soutiens de la candidature Hervé Morin. M. Rocchiccioli, je leur pose simplement cette question, que feront-ils? Soutenir Nicolas Sarkozy au premier tour? François Bayrou? Est-ce que vous recevez... Je vous pose la question. Est-ce que vous recevez éventuellement des messages de soutien? Si vous considérez que vous êtes une famille de pensée, que vous avez un projet politique, vous considérez qu'il faut qu'il soit défendu. Est-ce que vous recevez des messages de soutien du côté de l'UMP? Je ne sais pas. Hein? Alors l'UMP n'arrête pas de dire que vous êtes en pleine confusion. Vous pouvez peut-être rendre la monnaie de la pièce, non? Non, ça m'intéresse pas. Alors j'ai entendu dire que vous étiez par contre très avancé dans cette candidature, que vous aviez déjà, je crois, 800 signatures d'élus envisagés, que vous aviez un local des locaux même de campagne repérés, un prêt pour votre campagne. C'est vrai tout ça ou vous en êtes où? Je n'ai pas l'habitude de mentir, monsieur Rocchiccioli. Donc tout ça est exact. D'accord, donc c'est bien avancé. L'équipe de campagne aussi? Alors le siège, c'est où? Je ne veux absolument pas vous le dire. Ça, c'est un mensonge par omission, alors. Non, écoutez, voilà. Vous avez un siège? J'ai deux sièges potentiels et possibles qui sont depuis belle lurette prédéterminés. J'avais rencontré, alors certes avant la crise bancaire, mais le responsable d'une grande banque française qui m'avait donné un accord de principe. Voilà. Et quant aux signatures, très honnêtement, c'est pas une question qui se pose pour le Nouveau Centre. Et l'équipe de campagne, elle est déjà constituée?
Ben, l'équipe de campagne, vous la verrez. Mais quelle impatience. Quelle impatience. D'accord, donc vous êtes dans les starting blocks. Qu'est-ce qui pourrait empêcher alors Hervé Morin d'aller au bout de cette candidature? Peu de choses. Est-ce que vous tendez la main au déçu que laisse le président du Parti radical? Bien entendu, je dis à tout le monde, venez. Rejoignez-moi et faisons ensemble cette campagne, parce que, au risque de me répéter, un parti politique, une famille politique qui refuse d'aller devant les électeurs, c'est une famille politique qui est appelée à disparaître. Vous avez dit que Jean-Louis Borloo a pu renoncer également pour des raisons personnelles. Hein, oui, mais vous l'avez un peu aidé aussi, il faut quand même qu'on le dise à ce moment-là, hein, Pierre, Hervé Morin. Quand même, vous avez pu le décourager, il y a eu des moments difficiles. L'été, il a très mal vécu les tensions qu'il y a pu avoir aux premières universités de l'Alliance centriste. C'est ce qu'on lit. Vous avez votre part de responsabilité. Monsieur Rocchiccioli, je n'ai jamais fait mystère de ma volonté de porter ce message centriste. Donc, au fur et à mesure que nous avons construit l'Alliance, tout ça a toujours été sur la table. Ceux qui portent ce message, vous les connaissez. Honnêtement, est-ce que ça peut avoir un quelconque crédit? Merci Pierre. Une question d'actualité. Hervé Morin, vous avez parlé des élus locaux qui s'inquiètent tous aujourd'hui de l'éventuelle déconfiture, faillite ou démantèlement de la banque Dexia qui finance tous leurs projets d'avenir. On peut faire appel à toutes les banques aujourd'hui. Oui, on peut faire appel à toutes les banques, mais celle-ci quand même a des lignes de crédit importantes. Celle-ci était notre interlocuteur principal, c'est vrai. Oui. Donc c'est une inquiétude, il y a un sentiment d'urgence quand même qui se répand chez les élus. Ce qui est vrai, Michel Grossieur, ce qui démontre à quel point les banques ont resserré les crédits à l'économie, et donc les risques lourds qui pèsent sur la croissance de l'économie française en 2012, c'est que cette crise de la liquidité des banques, nous, collectivités locales, la connaissons déjà, puisque je connais nombre d'élus qui, tout en ayant un budget parfaitement équilibré et une gestion parfaitement saine, ont la pire difficulté pour obtenir le financement d'une banque. Merci Pierre Rocchiccioli de l'agence France Presse. Perrine Tarnaud de Public Sénat va nous rejoindre pour le dernier quart d'heure de l'émission. Juste après ce constat, Hervé Morin, les centristes ont au moins un point de ralliement, le cheval. Je ne parle pas de celui sur lequel il convient de miser à l'élection, hein, mais du cheval de course, Tam Tranui. Et vous savez pourquoi? Parce que le cheval, c'est l'équilibre. Le cheval, c'est l'équilibre. Il est au centre. Tam Tranui. Dans leur position qui est politique, François Bayrou, Hervé Morin et Jean Arthuis partagent deux points communs, leur appartenance à la grande famille centriste et leur amour des chevaux de course. Quel est donc ce mystère d'une passion partagée? Un cercle hippique qui serait aussi politique? François Bayrou, dans son Béarn, élève des poulains, toque noir et casaque orange, la couleur du MoDem. Jean Arthuis, le président de l'Alliance centriste, aime par-dessus tout sa promenade à cheval du dimanche matin. Quant au président du Nouveau Centre, il a su déceler dans un poulain aux petites origines l'un des meilleurs chevaux européens de 2007, gagnant au passage une petite fortune. 2007. Une année faste pour Hervé Morin. En politique la même année, avec Nicolas Sarkozy, il avait déjà misé sur le bon cheval, à court terme du moins. Lui qui a gagné le ministère de la Défense dans le sillage de la présidentielle, s'est aujourd'hui éloigné de la majorité pour gagner les rangs des centristes poil à gratter. Mais il n'est pas le seul dans la compétition. Rivaux se partageant l'espace complexe et mouvant du centre, François Bayrou, comme son ex-lieutenant Hervé Morin, bataille déjà dur pour une place d'honneur dans le Grand Prix de la présidentielle. Dans la grande famille centriste impossible à fédérer, l'un, François Bayrou, s'est cabré contre ceux qui ont pactisé avec Nicolas Sarkozy. L'autre, Hervé Morin, se rêve aujourd'hui en chef d'équipe de l'Alliance républicaine écologiste et sociale, maintenant que Jean-Louis Borloo a jeté l'éponge. Sa tactique, tenter de se façonner l'image de l'alternative entre livre anti-sarkozyste et Tour de France depuis un an. Bref, pour gagner au jeu des petits chevaux du centre, pas de place pour le hasard. Il va falloir être stratège pour occuper le créneau de l'autre et renvoyer le dangereux concurrent à l'écurie. Vous jouez aussi aux petits chevaux, non? Non. Mon petit, mes deux enfants les plus grands ont passé l'âge du petit chevaux et le plus petit n'y est pas encore. Perrine Tarnaud est avec nous. Perrine. Hervé Morin, vous nous avez dit tout à l'heure que pas grand-chose ne pourrait vous faire renoncer à la présidentielle. On a vu Jean-Louis Borloo qui donc a jeté l'éponge à cause des pressions, des attaques. Est-ce que vous pensez avoir le cuir plus épais que lui? J'ai hérité ça de ma mère, vous voyez,
qui est morte il y a 2 ans, ma mère avait une immense volonté. Rien ne la faisait détourner de son chemin. Mais vous n'avez aucune expérience de la campagne présidentielle et celle de 2012 s'annonce quand même très forte. Il y a déjà beaucoup d'attaques. Comment vous vous préparez? Vous savez, je suis peu sensible, quoi. Je me suis, d'une part, voilà, progressivement, une armure s'est faite parce que sinon vous ne vivez pas en politique. C'est fait de par votre expérience politique? Mais j'ai une... Enfin bon, c'est toujours difficile de parler de soi-même. C'est l'objet de ce dernier quart d'heure. Hein. Alors il va falloir vous lâcher un petit peu. Merci Michel. J'ai mes racines paysannes profondes, qui était d'ailleurs un des points que je partageais avec François Bayrou, font que j'ai à la fois beaucoup de lucidité. Voilà. Vous n'avez pas oublié d'où vous venez? Je ne viens pas de... Voilà, mon père a un certificat d'études, il était maçon, il a créé sa petite entreprise. Ma mère, comme beaucoup de femmes, de patrons de PME, était à la comptabilité et au secrétariat. Et j'ai toujours su garder les pieds sur terre. Je ne me suis jamais emballé. En plus, je suis normand, donc j'ai pas le... on a toujours un peu de raison gardée et de recul. Mais est-ce que ça va suffire tout ça? On entendait un conseiller de l'Élysée dire en début de semaine on ne va pas lui lâcher les mollets. Ouais. Et deuxièmement, mes racines paysannes font que, avant de me dessouder, il faut y mettre de la bonne volonté, je peux vous le dire. Vous parlez d'armure, donc c'est pour se protéger des coups, mais vous ont aidé à la construire. Ça n'empêche pas d'en donner aussi. Alors, oui, bien sûr. Hein? Ça, j'ai pas de problème pour en donner. Mais en donner au sens de faire savoir clairement, voilà. Mais je suis pas du tout dans les saloperies, c'est pas pour moi ça. Mais finalement, tant que Jean-Louis Borloo était encore dans la course, il vous servait un peu de bouclier, non? Ça va être plus dur maintenant? Non, je pense que là, c'est une nouvelle étape. Une campagne présidentielle, ce sont des temps. Il y a eu le temps Strauss-Kahn et au sein des centristes. Vous savez, vous avez dû m'interroger au moins 5 fois en me posant cette question, qu'est-ce qui fera que vous vous départagerez entre Jean-Louis Borloo et vous-même? Et je vous disais, les choses finiront par se décanter d'elles-mêmes. Parce que je pense qu'il y a des moments de vérité, il y a des choses qui se décantent. Et je pense que ce chemin-là vous amène à un moment à être sur la ligne de départ ou non. Alors justement, on y est. Les Français ont de vous un peu une image dilettante. Comment leur faire voir aujourd'hui la bête politique derrière le sourire que vous affichez, qui est agréable, mais ça ne suffit pas forcément? C'est très gentil, mais je voudrais simplement dire aux Français que j'ai géré un ministère régalien de première importance, qui est le ministère de la Défense. J'ai effectué une réforme du ministère qui est une des réformes les plus accomplies et les plus achevées qui soit. Nombre de militaires me disaient que c'était la réforme la plus importante depuis le 19e siècle. Et cette réforme, elle s'est faite avec une volonté de chaque instant de réduire la dépense publique de fonctionnement pour permettre l'équipement des forces et l'amélioration de la condition du personnel. J'ai fait une réforme dont on disait elle va provoquer la jacquerie de tous les élus de France. Vous aurez observé que fermer une base aérienne ou un régiment de l'armée de terre qui représente des dizaines de millions d'euros de retombées économiques dans une commune a fait moins de bruit que la fermeture d'un tribunal d'instance. J'ai été en mesure de porter cette réforme sans que vous n'en parliez plus de 24 heures dans les journaux. Parce que j'ai mis en œuvre une nouvelle méthode. Sans accroche avec les élus locaux. Vous voyez, je voudrais en parler 2 minutes. Oui. Tous mes collaborateurs, quand on a engagé cette réforme, m'ont dit, Monsieur le ministre, on la présentera à l'été. Hop, comme ça. Comme les réformes précédentes du ministère de la Défense. J'avais vécu les précédentes et je savais comment ça se passait. J'ai dit non, on va faire autrement. On va faire le pari de l'intelligence et du partage d'une même conviction. Et donc j'ai vu pendant des mois les élus, je leur ai à la fois expliqué pourquoi le ministère de la Défense devait bouger, pourquoi il fallait supprimer des structures intermédiaires, pourquoi il fallait mutualiser, mettre en commun, regrouper, et pourquoi nous avions besoin de faire évoluer notre outil de défense. Cette conviction étant partagée, nous avons ensuite, site par site, démontré, 1, la pertinence de la décision, et 2, démontrer à quel point nous saurions reconstruire ensemble un projet de reconversion. Ce qui fait que, quand on me parle de dilettantisme,
ça m'amuse beaucoup parce que cette réforme, je l'ai menée et je l'ai menée à bien. Je prends un deuxième exemple. Non, juste, je suis profondément alors comment se fait-il? Vous avez certes réussi à faire que... passer cette réforme, mais comment se fait-il que finalement sur les dernières années, quand on parle ministère de la Défense, on retient surtout le nom de Michel Alliot-Marie qui a marqué les esprits? Excusez-moi de vous le dire, ça c'est pour ceux qui connaissent pas très bien la communauté militaire. Parce que je pense que aujourd'hui la communauté militaire a parfaitement conscience que j'ai engagé durant ces 3 ans une réforme qui était absolument indispensable. Je vous rappelle, pour être désagréable, que lorsque je suis arrivé au ministère, il manquait 5 milliards d'euros pour boucler le budget 2009. C'était l'héritage de l'époque Chirac. C'était l'héritage où on avait engagé toute une série de programmes qu'on était incapable de financer. J'ai remis en place tout ça et j'ai sauvé des programmes, moi qui suis profondément européen. On m'avait expliqué que l'A400M c'était cuit. J'ai fait le tour des capitales européennes et j'ai convaincu ministre par ministre du sauvetage de ce programme qui permet à l'Europe de continuer d'avoir un équipement militaire de premier plan construit en France et en Europe. Alors, troisième sujet, je en cite un troisième. Allez, après on change de thème, oui. L'indemnisation des victimes des essais nucléaires. C'est moi qui ai porté ce projet-là. Pendant des décennies, la France a refusé de regarder les choses. Face à des lobbies pas forcément très faciles, j'ai obtenu cela du gouvernement. Écoutez, c'est pas exactement l'image d'un dilettante. Ça, c'est pour votre bilan au ministère de la Défense. Non, mais très bien, vous l'avez défendu. Pour revenir à la présidentielle, vous annoncez d'avance votre ralliement au candidat de la droite au second tour. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec vos critiques très virulentes de Nicolas Sarkozy? J'ai expliqué tout à l'heure à votre confrère que pour moi, c'était pas un ralliement de personne. C'était au contraire, à travers cette candidature, l'idée d'être les garants et les gardiens d'un certain nombre de valeurs, de projets et de mesures présentées aux Français. C'est en quelque sorte l'idée simple que notre soutien est conditionné à un engagement du candidat du second tour à soutenir un certain nombre de réformes. Quand dans un livre publié, il y a quelques mois, qui s'appelle « Arrêtez de mépriser je vous laisse finir après. Quand, par exemple, tout à l'heure, j'évoquais la République irréprochable, pour moi, ça doit faire partie des engagements du candidat du second tour. Mais dans votre livre publié... Comme la TVA sociale, par exemple. Dans votre livre publié il y a quelques mois, Arrêtez de mépriser les Français, chez Flammarion, vous êtes très dur avec Nicolas Sarkozy et vous pourriez figurer avec vous sur la photo du deuxième tour avec lui, pardon. Je pense, mais vraiment intimement, que cette présidentielle, cette législature, ou ce mandat, pardon, est un mandat dont la forme a beaucoup gâté le fond. Voilà. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que vous aurez observé que le président de la République a beaucoup changé dans son comportement depuis 8 mois. En quelque sorte, ce que je décrivais donc moi... votre livre, il est déjà fini, passé? Non, mais ce que je décrivais moi, il a dû finir par l'entendre, puisque tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il n'a plus exactement le même comportement. Moi, j'appelais à la sobriété de la parole, à la sobriété du geste, à la sobriété de l'exercice. On y est là aujourd'hui? Et que le président de la République est aujourd'hui beaucoup plus dans ce mode-là. Vous avez compris, en tous les cas, comme ministre, qu'il fallait jouer le rapport de force avec le chef de l'État pour se faire respecter. J'ai toujours entendu ce message-là, c'est que l'existence précède l'essence. Alors, à propos des militaires, là, dans le livre, justement, on s'aperçoit qu'ils vous ont poussé quand même à vous ressaisir. Là, on oublie un peu le bilan que vous avez rappelé, flatteur, dans le comportement. Vous avez trouvé un peu relâché, hein, quand même. Michel confirme, moi, je ne suis pas né sous les ordres de la République. Voilà. Personne. Michel, en fait, vous faire raconter comment on vous a appris à faire le garde à vous. L'armée, c'est pas forcément les ordres de la République, c'est la discipline des adjudants de caserne. Hein. Oui, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ma vie a été une construction. Voilà. Vous savez, j'ai encore en souvenir une chose. C'est le jour où j'ai réussi un beau concours de la République, qui est d'être le concours d'administrateur des services de l'Assemblée nationale. Et quand il y a eu le grand oral, en sortant du grand oral, la douzaine de personnes qui étaient là, l'un s'est exprimé avant même que je ne franchisse la porte, et en disant « il est pas mal, il va falloir le dégrossir ». En clair, moi, mes dîners et mes déjeuners durant mon enfance, ça n'était pas avec des grands patrons d'industrie, des membres du gouvernement ou la haute fonction publique. Et donc, chaque période de ma vie a été en effet une construction
Vous êtes toujours en formation aujourd'hui? Je pense que j'ai beaucoup progressé quand même. Mais est-ce que la formation est terminée? Mais c'est une construction permanente. On évoquait tout à l'heure les critiques que je pouvais émettre sur l'exercice du pouvoir par le président de la République. Vous aurez observé qu'il a lui aussi évolué. Je pense que tout le monde évolue. Vous êtes assez élogieux vis-à-vis de François Fillon, qui incarne vraiment à vos yeux l'homme d'État. Il pourrait être un recours possible à droite? Je pense qu'il n'y a pas de recours possible aujourd'hui. Voilà. Non. Non. Juppé. On va pas les passer les uns après les autres. Non, mais ils sont pas si nombreux. On les a cités les deux, là. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, très simplement, il y a un homme qui est candidat à sa réélection, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, et que de toute 68% des Français ne croient pas à la réélection de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous en faites partie? Je pense que... Oui ou non? Laissez-moi finir. Je pense que c'est un exercice qui sera difficile. Ça fait aucun doute. On a une crise sans précédent. On constate que dans tous les pays européens, les majorités sont balayées. Et donc, très clairement, c'est pas l'élection la plus facile qui nous arrive. Ça fait pas doute. Dimanche soir, Jean-Louis Borloo a évoqué des coalitions possibles en fonction des échéances électorales. Est-ce qu'il signifiait par là qu'il pourrait travailler avec la gauche? Ce que je crois, au-delà de cette question, c'est qu'il appartiendra à celui qui sera élu président de la République d'ouvrir grand les bras. Donc on refait l'ouverture? Non, j'allais vous dire tout sauf l'ouverture. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ouvrir grand les bras? C'est tenter l'équivalent de ce que sont capables de faire les Allemands, c'est-à-dire la coalition la plus large possible. La même coalition qu'appelle François Bayrou, gauche-droite? Je pense qu'il appartiendra au chef de l'État de proposer, non pas à des hommes, mais de proposer à des formations politiques d'appartenir à un même gouvernement pour tenter de rassembler le plus largement possible face à la dureté des temps qui s'annoncent. Si Gerhard Schröder a été capable de remettre l'Allemagne sur le chemin, c'est parce que c'était la grande coalition que SPD et CDU étaient ensemble. En tous les cas, vous avez là le même modèle que François Bayrou qui écoutez, fait de Schröder le héros de son dernier livre. C'est assez naturel quand vous avez fait de campagne avec le même homme. Absolument. Dites-moi, comment ça va se passer quand Nicolas Sarkozy va recevoir les députés Nouveau Centre pour les dissuader de vous suivre? Je ne suis pas au courant de ça. Mais... Ah oui, ça arrivera. Il va les recevoir. Là, il les reçoit régulièrement, voilà, pour partager avec eux la situation politique du moment. Je pense que le président de la République n'est pas là pour se livrer à un exercice de ce genre. Voilà. Il y a les députés centristes, mais aussi les sénateurs centristes. Quel rôle vous aimeriez qu'ils jouent dans ce Sénat qui a basculé à gauche il y a 10 jours? Je pense qu'ils doivent être... ceux qui portent un certain nombre de propositions politiques qui sont les nôtres et que nous partageons, quel que soit le parti auquel nous appartenons. C'est-à-dire qu'ils pourraient voter en fonction des textes, à la fois avec la nouvelle majorité du Sénat ou avec l'opposition UMP ici? Je pense que, par exemple, sur la réduction de la dépense publique, il faudra que nous soyons en mesure de pouvoir démontrer ce que nous défendons depuis des années et que nous n'arrivons pas à faire entendre à l'Assemblée nationale. Merci Hervé Morin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Perrine. Bonsoir à tous. À la semaine prochaine.